Bonjour à tous et bienvenue au cycle de conférence Les Sciences pour tous. Alors cette année 2020 et 2021 spéciale parce que c'est les 10 ans du Sciences pour tous. Et nous remercions Lionel Aletto, chercheur en agroécologie de l'UMR Agir, l'unité d'agroécologie, innovation, territoire, tutelle INP Toulouse et INRAE, qui nous propose aujourd'hui de découvrir l'impact des pratiques agricoles et la reconception des systèmes de culture pour les rendre plus résilients. Et on a aussi l'honneur d'accueillir Alexandre, alors je ne voudrais pas écorcher son nom, Alexandre Wojciechowski. Voilà, merci. Doctorant à Agir, qui étudie, lui, les effets biotiques et abiotiques des cultures intermédiaires multiservices sur la qualité d'implantation et la productivité du maïs popcorn. Donc, je vais juste brièvement vous expliquer un peu le fonctionnement du webinaire et je laisserai ensuite la parole à Lionel. Donc, vous avez un onglet chat sur le côté à droite pour tout ce qui est questions techniques, son, images. Et pour les questions liées au webinaire, vous pourrez directement utiliser l'onglet questions. Donc, les micros et caméras des participants sont automatiquement coupés. Donc, toutes vos questions se passeront sur le chat ou dans l'onglet questions. Et du coup, la conférence est filmée et enregistrée. Voilà. Hop, et je laisse la parole à Lionel. Merci Marianne. Alors, on va partager l'écran. Normalement, ça doit être bon. Bien, merci, super. Bonjour à tous. Merci à l'équipe de communication du Centre INRAE de Toulouse de nous avoir invités et proposé à participer à ce webinaire Sciences pour tous. Donc, je vais commencer. Donc, je suis Lionel Aletto et puis je joins à ma présentation donc Alexandre Wojciechowski qui est en thèse dans l'UMR Agir depuis peu de temps et qui fera une intervention à la fin de mon exposé sur son sujet de thèse pour vous le présenter. Ah, excusez-moi, vous avez toujours le partage de l'écran ? Donc, l'objectif du webinaire est de présenter et de faire un focus sur le sol comme compartiment, plus qu'élément d'ailleurs, compartiment majeur de la transition agroécologique, avec pour objectif principal de ce webinaire, voilà, excusez-moi, l'animation ne fonctionnait pas, donc d'illustrer certains des travaux que nous menons en collaboration avec différents partenaires scientifiques, économiques, également du développement agricole, et aussi et surtout en collaboration étroite avec de nombreux agriculteurs sur la caractérisation du fonctionnement de leur sol. Et l'objectif de ce webinaire, c'est d'essayer de mettre en relief en quoi ces sols sont un compartiment clé pour permettre à la fois une adaptation des systèmes de culture et des systèmes de production aux effets du changement climatique, tout en contribuant à l'atténuation de ces effets. Et puis, en profiter pour vous sensibiliser, puisqu'on est... il y a 101 participants d'horizons variés et peut-être de niveaux de connaissances autour des enjeux de la protection et de la restauration des sols qui sont un peu différents. Donc voilà, l'idée c'est aussi de faire passer quelques messages qui peuvent intéresser certains parmi vous, y compris pour la mise en œuvre chez vous, dans des jardins, par exemple. Alors, je vais donner quand même quelques éléments un peu de rappel ou de connaissances communes sur les sols. En premier lieu, donc, les sols sont composés de 3 fractions principales. Une fraction solide, qui elle-même se distingue par sa composition, qui est assez variable en fonction des sols, et notamment des teneurs en argile, limon, sable, éléments grossiers et constituants organiques qui peuvent varier. Alors j'ai mis quelques fourchettes de variation sur la fraction solide du sol. Cette fourchette de variation varie notamment en fonction du niveau de densité du sol, et tout ce qui n'est pas fraction solide sera occupé par des vides qui peuvent être temporairement occupés par des liquides, donc solution du sol, que vous avez en bleu, ou une fraction gazeuse. Et donc finalement, le sol, c'est la résultante de ces 3 fractions principales. Et puis ce qui est intéressant dans le sol, c'est que au-delà de quantifier la part de chacune de ces fractions, il faut bien comprendre qu'elles vont interagir les unes avec les autres pour donner corps à ce que l'on appelle une structure particulière d'un sol, qui est finalement l'agencement en 3 dimensions, et je pourrais même dire en 4 dimensions, puisque la notion d'évolution temporelle est importante quand on s'intéresse au sol, donc de ces particules. Donc 3 dimensions évidemment de l'espace, mais aussi une dimension temporelle, et c'est important. Vous avez sur la partie en bas à droite, enfin la photo qui est sur l'écran,
illustre une portion de l'horizon de surface d'un sol que l'on a prélevé et dans lequel on peut déjà se rendre compte que on est très loin d'un milieu homogène. Vous avez des gradients de couleurs qui apparaissent. Alors, sur les écrans, c'est peut-être pas très visible. On voit des trous, en l'occurrence, de galeries de vers de terre. Si on regarde un peu plus près, on voit une coloration et des résidus de culture qui peuvent être enfouis. On voit des racines. Donc voilà, le sol va être finalement un milieu assez complexe dans lequel on va retrouver différentes fractions et en particulier un fonctionnement également physique, chimique et biologique qui sera intéressant de caractériser. Alors du coup, j'y viens parce que voilà, là encore, au-delà de caractériser la composition d'un sol, il est important de percevoir que cette composition intrinsèque, en teneur en éléments que je viens d'indiquer, également en éléments chimiques, ou sa composition biologique, interagissent les unes avec les autres. Ces trois états sont en étroite relation, ce qui fait que le sol, il faut le voir comme un système très interactif, et agir sur l'un des états, modifier par exemple l'état biologique, va avoir des conséquences à la fois sur l'état chimique ou sur l'état physique du sol. Alors j'ai ici sur ce schéma indiqué quelques processus clés que l'on peut observer dans un sol, donc en lien avec ces différents états. Donc, peut-être certains parmi vous ont déjà entendu parler donc, de minéralisation des matières organiques d'un sol, donc, qui résulte notamment d'état biologique et d'un état chimique, mais l'état physique joue également. Donc voilà, vraiment pour avoir conscience que quand on va chercher à modifier un sol, pour le faire évoluer, pour l'améliorer, pour le restaurer, et ben, modifier une des composantes aura des conséquences sur l'ensemble des autres composantes du milieu. Alors, depuis tout à l'heure, je dis le sol, évidemment, vous avez tous en tête que quand on s'intéresse au sol, on s'intéresse au sol au pluriel. Donc là, quelques illustrations photographiques, une diversité de sols que l'on rencontre pour certaines en France, pour d'autres plutôt dans les climats tropicaux. Et on est très loin, par cette diapositive, d'avoir balayé la gamme de variations que l'on peut observer dans les sols. On a une richesse et une diversité qui est extrêmement importante et extrêmement intéressante. Qui amène des fonctionnements contrastés selon qu'on s'intéresse à telle ou telle propriété. Mais on a aussi quand même, et heureusement, un certain nombre de principes de fonctionnement qui restent communs. Donc ce que je vais pour partie développer dans l'exposé, dans le webinaire, les éléments que je vais présenter s'appuieront pour certains sur des éléments justement un peu consolidés que l'on peut envisager comme étant communs aux différents grands types de sols. Alors, j'avais dit un petit point de sensibilisation à l'entretien, à la préservation de cette ressource. Donc, on a pour habitude de dire que le sol est l'épiderme vivant et fragile de la Terre. En termes d'épaisseur, c'est extrêmement faible, de l'ordre de quelques centimètres à quelques mètres ou dizaines de mètres au plus, souvent sur un substrat géologique qui, lui, est généralement plus épais. Et il a de multiples sources de dégradation. Donc, je ne vais pas les détailler fortement, mais je voulais quand même sensibiliser, puisqu'en plus, ça servira d'appui et de soutien de contexte à mon propos. Mais parmi les causes de dégradation, on va noter la salinisation des sols, qui ne nous concerne pas forcément beaucoup en France, à part quelques régions, mais qui est majeure au niveau mondial. Puis les problématiques d'érosion, qui, elles, pour le coup, nous concernent davantage. Donc, j'ai fait un petit encart pour donner quelques chiffres. La FAO estime, c'est extrêmement compliqué, vous vous en doutez, d'estimer précisément ces pertes, mais on estime qu'il faut environ 2000 ans pour créer 10 cm de sol et que dans les sols agricoles, on en perd en moyenne pratiquement 1 cm par an. Donc, on se rend bien compte de la différence en termes de dynamique de formation et dynamique de perte potentielle. Ces pertes représentent environ 3 tonnes par personne et par an. Donc là encore, on est bien d'accord, ce sont des chiffres et des estimations globales, mais c'est pour montrer également que voilà, c'est vraiment un phénomène important et largement répandu, puisque 80% des surfaces agricoles sont concernées par une érosion forte au niveau et 10% simplement une érosion dite faible. Alors en France, on a des régions qui sont plus sensibles à l'érosion, elles sont d'ailleurs très bien cartographiées, et les aléas érosion sont aujourd'hui souvent prises en considération dans les stratégies d'aménagement, dans les réflexions. Et pour autant, on constate depuis quelques années une amplification de ces phénomènes. Alors là, vous avez une illustration d'un collègue, Jean-Pierre Sartou, qu'on peut malheureusement voir de façon de plus en plus récurrente dans les parcelles agricoles. Une augmentation de cette érosion liée en particulier à des phénomènes climatiques d'intensité plus forte, des précipitations plus fortes, sur des périodes peut-être plus courtes, et qui amènent à du ruissellement à la surface d'une parcelle, ou des fois en ruissellement de subsurface, et qui entraîne des particules solides, telles qu'on peut le voir sur la photographie. Donc les pertes, c'est environ 30 tonnes par hectare par an sur des parcelles agricoles
c'est une moyenne. On a pu, par exemple, dans la région, sur les coteaux du Lauragais, estimer des pertes à environ 200 tonnes par hectare et par an, donc ce qui représente des pertes tout à fait significatives et inquiétantes pour la pérennité de la fertilité du sol considéré. Alors, notre source de dégradation, c'est l'imperméabilisation ou l'artificialisation des sols. Là, je ne rentre pas dans les détails, mais bon, c'est important de l'avoir en tête. Hein. Les sols agricoles sont une ressource, vous l'avez compris, non renouvelable à l'échelle de génération, les sols en général, mais les sols agricoles qui servent à notre alimentation sont d'autant plus à préserver. Et voilà, un chiffre, chaque fois qu'on construit à peu près 5 km d'autoroute, c'est la SAU, la surface moyenne d'une exploitation française qui disparaît. Donc voilà, c'est important d'aménager évidemment notre territoire, mais aujourd'hui, il y a des ambitions importantes de zéro artificialisation nette des sols en France. La France étant un pays considéré comme assez fortement artificialisé au niveau européen. Je vous ai mis quelques chiffres, hein, 47 km² pour 100 000 habitants d'artificialisés en France, contre 41 en Allemagne, une trentaine au Royaume-Uni et 26 en Italie. Donc voilà, c'est les points sur lesquels je voulais le plus insister. Il y a d'autres sources de dégradation, par exemple de contamination des sols, donc là par des polluants. Là, vous avez une cartographie de la concentration en chlordécone, qui est un insecticide utilisé sur bananier, donc longtemps utilisé en Martinique et Guadeloupe, en France, et qui amène une contamination sur de nombreuses années, même plusieurs centaines d'années des sols. Donc, vous avez les cartographies, la partie en rouge, où les sols sont fortement chargés en chlordécone, et qui amène aujourd'hui à essayer de travailler à des moyens de décontaminer ces sols par une activité biologique qui serait capable d'aller attaquer cette molécule qui est stockée durablement. Je n'ai pas illustré les problématiques liées aux métaux lourds, d'une part parce que c'est pas ma spécialité, puis parce qu'on a peu de temps, mais on peut imaginer effectivement aussi des cartes de ce type sur des charges en métaux dans certains sols qui amènent des contaminations et donc une dégradation de cette ressource pour plusieurs années. Et puis donc associé à ces principales causes de dégradation, d'autres formes de dégradation telles que la perte de matières organiques qui n'entraînent pas forcément des phénomènes d'érosion qui sont souvent un préalable à l'érosion des sols. On commence par perdre progressivement de la matière organique. Il y a des parcelles qui sont peu sujettes à l'érosion et qui ont perdu beaucoup de matière organique. Perte de biodiversité, puis de la compaction des sols, s'ils sont travaillés ou sur lesquels on va agir dans des mauvaises conditions. Voilà, donc j'ai terminé sur cette présentation un peu générale des sources de dégradation pour en revenir à des choses plus réjouissantes qui sont finalement les services et les fonctions que l'on peut attendre de ces sols. J'ai amassé cette petite illustration de la FAO qui donne à voir la diversité de services et de fonctions que l'on peut attendre des sols au sens large. Quand on s'intéresse aux sols agricoles, on va faire un focus, et on le verra par la suite, sur des aspects de séquestration du carbone, donc de stockage de carbone dans nos sols, donc en lien avec l'accumulation de matières organiques et la restitution de matières organiques. On va avoir un intérêt fort à purifier et à décontaminer une autre ressource qui est la ressource en eau, au travers d'un effet de filtration et de bioépuration permise par les sols et l'activité biologique qui y sont associés. Des effets de régulation du climat. Donc sur la petite infographie, on voit une partie du rayon lumineux qui va pouvoir être réfléchi sur le sol, donc on pourra en dire un mot. Et puis des effets évidemment sur le cycle des éléments nutritifs, qui nous intéressent en particulier en agronomie évidemment, et le sol comme habitat. Alors c'est habitat pour une multitude d'organismes qui ont eux-mêmes des fonctions importantes, et en particulier dans la production agricole et dans la transition agroécologique. Donc on est voilà sur ces 5 ensembles principaux quand on va s'intéresser au sol agricole, mais il y en a d'autres, je ne détaille pas aujourd'hui, mais régulation des crues, on en a assez abondamment parlé récemment. Et puis d'autres services, plutôt des services soit culturels, soit des services de soutien à certaines activités. Alors, si vous voulez en savoir plus, je me permets de glisser un ouvrage en référence qui est extrêmement intéressant et très documenté sur ces questions justement de multifonctionnalité des sols. Alors, maintenant, on va rentrer plus en détail, après ces éléments préalables, sur ce que l'on mène comme travaux de recherche sur les sols en lien avec la transition agroécologique des systèmes de culture. Et pour cela, j'ai choisi d'illustrer, alors assez succinctement compte tenu de la durée du webinaire, mais s'il y a des questions, évidemment, on y répondra, moi ou Alexandre, trois travaux. Donc, je me fais porte-parole d'étudiants qui ont été en thèse. Donc, pour l'illustration 1, j'ai choisi de vous présenter quelques résultats, notamment issus des travaux de thèse de Sixtine QF sur le fonctionnement hydrique des sols en agriculture de conservation.
sur l'illustration 2, j'utiliserai donc quelques résultats d'Arthur Mess qui finit sa thèse très prochainement, début juillet d'ailleurs. Si cela intéresse des personnes présentes aujourd'hui, on pourra faire suivre la date et elle sera de toute façon, je pense, renseignée par l'équipe communication d'INRAE, sur le fonctionnement biologique des sols et en particulier la dynamique des populations mycorhiziennes. Et puis l'illustration 3 sera assurée par Alexandre, donc sur les bouquets de services offerts par les cultures intermédiaires. Alors je vois qu'il y a une question sur la taille des diapos et moi je ne peux rien faire, donc je ne sais pas si Marianne, toi tu as un levier pour le faire. Alors, pour illustrer les travaux sur le fonctionnement hydrique des sols et sur le fonctionnement biologique, je vais emprunter une partie des résultats issus du programme Bagage, donc, qui est un programme qui a été financé par l'Agence de l'eau Adour-Garonne et la région Occitanie sur les années 2016 à 2021, donc le programme qui se termine. Et donc, on aura le séminaire final qui sera largement ouvert, donc vous pouvez le noter si cela vous intéresse, le 24 juin, parce que pour le coup, sur une journée de webinaire très interactif et dynamique, on aura un peu plus de temps pour développer ce que je vais présenter succinctement aujourd'hui. Donc, ce projet avait pour ambition de travailler à 3 échelles de travail, de la parcelle au bassin versant en passant par l'exploitation agricole, et visait à documenter l'effet de pratiques, en particulier autour de l'agriculture de conservation et dans quelques cas d'agroforesterie, sachant que les cas d'agroforesterie sont encore peu développés sur le bassin Adour-Garonne, donc on est allé là où on avait des parcelles implantées sur les exploitations qui en mettaient en œuvre. Et donc ce projet avait pour objectif d'acquérir des références à la fois agronomiques, mais également environnementales, stockage de carbone, je vais y revenir, transfert de produits phytosanitaires, transfert de nitrates, des références sur le fonctionnement biologique des sols, et puis aussi des références technico-économiques. Donc il y avait tout un travail assuré par les collègues agroéconomistes sur l'évaluation des performances multicritères de ces exploitations. Donc dans le propos que je vais vous présenter, je vais faire vraiment le focus sur le fonctionnement des sols, donc tout ce qui concerne les résultats technico-économiques ou les modélisations à l'échelle de bassin versant, je n'en parlerai pas, mais voilà, je vous invite le 24 juin à participer au séminaire pour avoir toutes les informations que vous souhaitez. Ce projet était multipartenarial, avec évidemment toujours au cœur un réseau d'agriculteurs qui se sont engagés à travailler avec nous, puis donc des acteurs du développement, quelques structures économiques, des organismes d'accompagnement, de conseil ou des instituts techniques, puis des organismes de recherche. Alors, avant de parler de fonctionnement hydrique, un petit rappel pour qu'on parle bien tous de la même chose. Quand une pluie ou une irrigation vont arriver, à la surface d'un sol, elles vont se distribuer soit par infiltration, soit par ruissellement en fonction des propriétés du milieu et notamment de la capacité du milieu à conduire cette eau. Donc, ce qui va être important, évidemment, c'est de limiter autant que possible le ruissellement, ou en tout cas de réduire son effet négatif pour favoriser une infiltration qui permettra à la fois de réalimenter des nappes par un drainage profond, mais ça nous intéresse, mais je veux dire un peu moyennement, surtout si dans cette solution du sol, on a des solutés qu'on ne veut pas trop voir dans les nappes. Donc, on va chercher à avoir de l'écoulement gravitaire, mais si possible, épuré de toute substance non désirée. Et puis, une partie va être retenue par le sol, donc ce qu'on appelle traditionnellement le réservoir utilisable des sols, ça va être la fraction de cette eau retenue qui sera disponible par la plante. Toute la fraction retenue par le sol n'est pas forcément utilisable et valorisable par la plante. Il y a une partie qui est indiquée sur le schéma qui est de l'eau liée, qui est de l'eau qui va rester dans le sol non utilisée par les plantes. Et donc, une fois qu'on a une parcelle agricole, on va avoir cette surface de sol qui va pouvoir évaporer une partie de cette eau. C'est la petite flèche en haut à gauche, et une autre partie qui va pouvoir circuler au travers de la plante, qui va donc être transpirée. Donc tout l'enjeu, c'est d'essayer de voir dans les systèmes agricoles comment se répartit cette eau, en essayant évidemment de favoriser de l'infiltration et de la rétention d'eau dans notre sol, de façon à maximiser la transpiration, puisque c'est la transpiration qui est un des vecteurs principaux de production de biomasse. Donc on va essayer d'avoir une évaporation la plus limitée possible et une transpiration en lien avec des plantes présentes et utiles qui sera facilitée, en tout cas non limitée. Donc, dans le cadre du projet Bagage, on s'est beaucoup intéressé à ces aspects de dynamique d'infiltration, essayer de bien comprendre ce qui se passait quand l'eau arrivait sur des parcelles en agriculture de conservation, en s'appuyant quelquefois sur des sites où on pouvait faire des comparaisons, c'est-à-dire qu'on travaillait avec 2 agriculteurs voisins l'un de l'autre, l'un en agriculture de conservation des sols, l'autre en système avec travail du sol
intensif, labour notamment. Et on a regardé quelle était la part de cette eau qui s'infiltrait, qui était retenue, qui était absorbée par les racines. Et puis dans certains travaux, que je ne développerai pas, mais je pourrais répondre aux questions, également si elle pouvait être ruisselée. Alors depuis tout à l'heure, je parle d'agriculture de conservation. Là encore, un point pour qu'on définisse bien et qu'on partage bien cette définition ensemble. L'agriculture de conservation, c'est un triptyque de 3 piliers principaux. Donc une diversification optimisée, si possible maximale, qui reste encore assez réduite. Peut-être là-dessus, on a des vraies grosses marges de progrès à faire avec les agriculteurs donc de succession et de diversité végétale cultivée. Mais l'idée, c'est d'avoir un sol qui soit maintenu couvert le plus longtemps possible par des plantes de culture de rente ou par des cultures intermédiaires, donc des couverts végétaux. Et donc, quand on a cette diversité végétale présente qui minimise le temps de sol nu, on va y ajouter le 3e pilier qui est aussi important, qui est la suppression ou la réduction très forte, mais si possible la suppression du travail du sol. Alors ces systèmes-là, ils ne sont pas sans difficulté, vous vous en doutez, la gestion de certains bioagresseurs, notamment des adventices, pose question, et aujourd'hui, un des talons d'Achille de ces systèmes reste la dépendance à certaines molécules phytosanitaires, et notamment au glyphosate. Donc on a évidemment comment traiter et analyser cette question dans le cadre du projet, et là encore, je pourrais répondre à des questions s'il y en a. Mais l'idée était bien de faire le focus sur les leviers mobilisés et de voir en quoi ils pouvaient modifier les propriétés du sol. Donc on arrête, en gros, on arrête de le travailler, on lui met un maximum de plantes à la surface, certaines sont totalement restituées, d'autres sont partiellement exportées, mais l'idée est bien d'avoir un sol tout le temps couvert durant les saisons culturelles. Alors, du coup, quand on va chercher à comprendre comment va évoluer le fonctionnement hydrique des sols, on va déjà essayer de savoir si on augmente la taille du réservoir capable de stocker de l'eau et du coup de la restituer aux plantes que l'on va cultiver, donc ce qu'on appelle le réservoir utilisable des horizons d'un sol. Alors ce réservoir utilisable, pour faire très simple et très schématique, c'est un ensemble de petits volumes qui vont se superposer plus ou moins profondément en fonction de la capacité de la plante et donc du sol en lien à l'explorer. C'est-à-dire que si vous avez un sol sur lequel on va identifier une discontinuité physique, en gros quelque chose qui est tassé, une zone tassée, où les racines ne passeront pas, ça sera la limite basse du réservoir utilisable. Donc là, sur l'illustration, vous avez un beau sol assez profond, plus d'1,10 m, dans lequel on n'avait pas identifié de discontinuité. Les racines de la céréale qui étaient implantées se développaient jusqu'à cette profondeur, et donc on considère la taille du réservoir utilisable comme étant la somme des réservoirs jusqu'à 1,10 m. La taille, le volume unitaire donc, de chacun de ces petits réservoirs varie en fonction des sols, et varie en fonction de quoi? Des éléments de texture, on l'a vu tout à l'heure, et aussi de la structure. Donc, pour une même teneur en argile, par exemple, on va avoir cette taille de réservoir qui peut fluctuer entre un sol qui sera plutôt riche en porosité permettant le stockage de l'eau, donc c'est plutôt la microporosité et la mésoporosité, donc c'est port de taille moyenne. Et si on a au contraire un sol qui est riche en argile, mais avec très peu de porosité, bah forcément le réservoir sera plus petit. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc le réservoir, il fluctue en fonction de la prospection racinaire, mais il fluctue aussi en fonction de la disponibilité en eau. Et donc, le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir une adéquation la plus proche possible entre un réservoir plein et des besoins en eau d'une plante. Si le réservoir est plein et qu'on n'a pas de plante, c'est embêtant, ça ne sert à rien. Et si le réservoir est vide au moment où on a des plantes, vous comprenez bien qu'on s'en fiche un petit peu d'avoir un gros réservoir. Donc il faut avoir cette notion aussi de dynamique temporelle, de vidange et de remplissage de ce réservoir utilisable des sols. Et j'y reviendrai. Voilà, il peut être partiellement rempli, c'était l'illustration. Donc dans le cadre de l'étude menée dans le cadre du projet Bagage, alors là je vais illustrer que quelques résultats, mais on a caractérisé le réservoir utilisable des sols de 16 sites, dont 12 sites chez des agriculteurs. Et ce que l'on a pu voir, c'est que globalement, quand on le comparait au système avec travail du sol, on augmentait la taille de ce réservoir utilisable de 10 à 15%, principalement sur les horizons de surface. Donc, vous avez dans le tableau, à droite, quelques chiffres, donc issus alors, de 2 sites simplement, donc dans le Gers, où on est sur un sol de vallée alluviale, ce qu'on appelle un luvisol relativement dégradé, donc s'il y a des gens dans le coin, on appelle ça des boulbènes. Donc, c'est des sols limoneux, hydromorphes, battants, à faible taux de matière organique. Donc, ce n'est pas des sols à fort potentiel à la base. Et on voit donc une taille de réservoir utilisable totale d'environ 80 mm, soit entre 70 et 80 mm. Et on voit effectivement que dans le système en AC, donc agriculture de conservation,
mise en œuvre depuis plus de 20 ans sur le site que l'on a étudié, on a une augmentation sensible de la taille du réservoir utilisable en surface du sol principalement, un petit peu en profondeur aussi, dans le cas du site que l'on a étudié. Je n'ai pas mis les variations associées, vous vous doutez bien qu'il y a une variabilité à l'échelle des parcelles agricoles, mais là on est quand même sur un effet qui est significatif entre les deux sites, mais faible. Alors je dis ça parce que très souvent quand on interagissait avec des agriculteurs très impliqués sur ces systèmes, ils nous disent on double la taille du réservoir utilisable. Bon, là malheureusement on aurait aimé, mais les chiffres donnent des éléments un peu plus objectivés et vous voyez, on est plutôt de l'ordre de 10 à 15% d'augmentation. Si on regarde ce qui se passe sur les terres noires des Pyrénées-Atlantiques, donc dans le 64, là on est sur des sols de Touya, qui s'appelle dans le langage de classification des sols des veracrysols. Et donc là on a déjà une taille de réservoir utilisable qui est un peu plus élevée. Je précise un point important, on s'est arrêté à 50 cm sur ce sol-là alors qu'il est plus profond. J'ai les données plus profondes, mais là, je ne les ai pas présentées. Je me suis arrêté à 50 cm. C'est un sol qui a une réserve utile réelle de à peu près 110 mm. Donc, on est quand même bien supérieur au sol gersois qui, lui, s'arrête vraiment à 50 cm. À 50 cm, on a du grep. C'est, pour faire très simple, une espèce de dalle de béton qui est sous le fond du sol, qui est composée de galets et d'argile très indurés, imperméables. Et donc, on a un sol qui fait 50 cm. Donc, je voulais vous montrer des chiffres de comparaison de profondeur équivalente. Vous voyez, on a déjà entre 10 et 15 mm de plus sur 50 cm de sol, de stockage dans le sol de terre noire. Et là, on a aussi augmenté, mais vous voyez, de 15% maximum dans l'horizon de surface, la taille du RU. Donc finalement, ce n'est pas tant sur la taille du réservoir utilisable que l'on va influencer les différences. Pour autant, on a quand même cherché, et Sixtine QF a vraiment cherché à comprendre et à analyser finement des données issues de l'agriculture de conservation. Et pour cela, elle a mobilisé d'autres données issues notamment d'un projet CASDAR mené à l'époque par la Chambre régionale de l'agriculture, donc en 3 années, dans lequel on avait réalisé des mesures de courbe de rétention aussi, donc de réserve utile des sols, sur une plus grande diversité. Vous avez les points sur le triangle qui montrent la diversité des textures des parcelles prospectées. Il y avait 61 parcelles, donc c'est déjà plus que ce qu'on a pu étudier dans le cadre du projet Bagage, en termes de réservoir utilisable. Par contre, on allait moins profondément, on restait sur 30 cm. Et ce qu'elle a pu voir, ce qu'elle a cherché à faire, en fait, c'est essayer de comprendre si les fonctions que l'on utilise habituellement pour prédire la taille du réservoir utilisable étaient utilisables pour des systèmes en agriculture de conservation. Donc, elle a utilisé 29 fonctions, c'est des relations, pour prédire la taille du réservoir utilisable. Assez classiquement, on ne fait pas la mesure qu'on a fait là, qui est coûteuse en temps, longue, etc. Et donc, on utilise des relations qui nous disent la taille du réservoir utilisable d'un sol, c'est en fonction X en fonction de la teneur en argile, plus Y en fonction de la teneur en matière organique, plus Z en fonction de la densité, etc. Donc, Sixtine a analysé 29 fonctions et elle s'est rendue compte que ça ne collait pas, que systématiquement, pour 27 d'entre elles, on avait une sous-estimation de la taille de ce réservoir utilisable et que donc, il était nécessaire de développer des référentiels propres à ces systèmes-là. Alors j'y reviendrai parce que l'hypothèse que l'on a derrière tout cela, c'est que certains prédicteurs, et notamment la densité du sol, ne sont plus utilisables in extenso, c'est-à-dire comme on le faisait dans les systèmes conventionnels, pour des systèmes qui ne sont plus travaillés. Donc retenez-le dans votre tête et vous allez voir, j'y reviens par la suite pour faire converger un petit peu tout cela. Alors deuxième levier, donc là on a vu que sur la taille du RU, on jouait de 10 à 15%. Bon, c'est pas là qu'on va jouer le plus. On s'est dit peut-être c'est sur les capacités d'infiltration. Et donc là on a observé là encore plusieurs sols, faisant des mesures à différentes dates des capacités d'infiltration en eau du milieu. Parce que c'est ça qui va nous intéresser, c'est est-ce que ça infiltre bien et du coup, est-ce que ça ruisselle moins. Juste à titre illustratif, vous avez ici une évolution d'un état de surface sur un sol travaillé entre fin mars, le labour, et début juin, le maïs qui fait ici 2-3 feuilles. Vous voyez déjà visuellement que l'état de surface n'est plus du tout le même. C'est la même parcelle. C'est lié à la redensification naturelle, aux pluies et aux irrigations, qui avaient tout juste commencé en juin. Là, il y avait eu un tour d'eau parce que, justement, on avait besoin d'arroser un peu le maïs qui commençait à marquer le coup. Et donc, ce qu'on voit, c'est que l'état de surface a considérablement changé. Alors là, je ne vais pas mettre de chiffres, on les verra par la suite, mais qu'est-ce qui se passe? Globalement, le milieu va reprendre en masse, il y a une redensification qui s'opère, et donc la densité apparente, c'est l'indicateur qu'on utilise, augmente. Il y a moins de pores globaux dans le sol, et donc cette porosité moins importante aboutit à une perte de conductivité hydraulique qui correspond véritablement à la capacité du milieu à transmettre l'eau, donc la capacité à permettre l'infiltration de l'eau. Donc elle s'effondre en parallèle que le sol augmente en densité.
Si on regarde ce qui se passe sur les systèmes en agriculture de conservation, c'est-à-dire très peu ou pas du tout travaillés, dans lequel la seule dynamique d'évolution de la porosité est liée aux plantes qui se développent et qui meurent et à l'activité biologique, mais on constate qu'il y a une stabilité beaucoup plus forte des propriétés, à la fois de densité, mais aussi de conductivité, dans le temps, à l'échelle d'une saison culturelle, et on va le voir dans le cadre de projets bagages, y compris à l'échelle interannuelle. Donc ça, c'est le schéma un peu générique qu'on a cherché à tester et à éprouver sur nos sols, puisque là, c'était issu de travaux que j'avais menés moi antérieurs ou de la littérature. Et on s'est rendu compte, en faisant des campagnes intenses de mesures, et j'en profite pour remercier toute l'équipe et technique et les stagiaires et CDD qui ont participé à ces campagnes, et vous l'imaginez, denses et pas toujours simples, puisqu'on campagne de mesure en plein hiver, à rester assis, à regarder de l'eau qui s'infiltre, on peut vite avoir froid. Donc voilà, merci à toute l'équipe qui a réalisé toutes ces mesures, puisqu'elles nous permettent de produire ce type de données. Donc vous avez, alors le but du jeu n'est pas de rentrer dans les détails des graphiques, parce que ça va être tout petit chez vous, mais j'ai remis les chiffres principaux en bas. On a ici 3 sites couples, donc des parcelles sur lesquelles on avait agriculture de conservation et labour qui étaient systématiquement comparés. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les parcelles couples. On avait aussi des parcelles non couples dans bagages, dont je ne présente pas les résultats aujourd'hui. Ce que l'on a pu voir, c'est que systématiquement sur les parcelles couples, on avait une augmentation, alors peu, dans le cadre du site Tarnais, on passait de 70 mm/h en moyenne à 100 mm/h côté agriculture de conservation sur la conductivité hydraulique, à beaucoup, 50 mm/h à 160 mm/h sur le sol de Boulbène, donc mon fameux luvisol gersois. Si on rentre un petit peu dans le détail, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que la parcelle en AC sur laquelle on a le moins de différence, c'est celle qui est la plus récemment mise en œuvre en agriculture de conservation, mais c'est aussi celle chez qui l'agriculteur est encore en train d'acquérir des compétences techniques qui sont complexes, et notamment sur la gestion de ses couverts végétaux. Là aussi, retenez-le, parce que vous allez voir que c'est assez bluffant de voir que l'activité biologique observée par Arthur Mess réagit exactement dans le même sens que la conductivité hydraulique que j'évoque là. Donc là, on est bien sur la capacité du milieu infiltré l'eau. Alors c'est vachement intéressant de se rendre compte qu'on peut passer de 50 mm/h, ce qui est extrêmement faible, à plus de 160 mm/h, ce qui nous permet déjà d'encaisser des événements climatiques un peu violents sur la parcelle considérée. Autre point intéressant, c'est qu'on améliore la stabilité temporelle à l'échelle de la saison culturelle quand on s'intéresse à des systèmes en AC par rapport à des systèmes en labour. Donc là, je n'ai fait qu'apparaître les systèmes en labour pour que vous voyez sur une même saison, un labour par exemple au printemps 2017 et à l'automne 2017, on voit qu'il y a un effondrement. Ce que je n'ai pas dit sur ces fameux petits rectangles qu'on appelle les bottes à moustaches, les 4, ça marche par 4 et c'est 4 profondeurs différentes. Le premier, c'est 0,5 cm, le deuxième, c'est 5-10 cm, le troisième, 10-25 cm, et le quatrième, 25-50 cm. Donc en dessous de l'horizon labouré pour les parcelles labourées. Et on voit que systématiquement, les valeurs en AC sont plus élevées et surtout ne bougent pas autant. Elles bougent évidemment, mais ne bougent pas autant que ce que l'on observe en labour. Donc ça, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que nos capacités d'infiltration, sur lesquelles on va miser pour encaisser des événements climatiques forts, elles vont être plus stables. Si j'en reviens à mon propos précédent, donc c'est finalement peut-être pas sur la taille du réservoir utilisable qu'il faut espérer avoir le plus de gains, mais c'est peut-être plutôt sur la dynamique de fonctionnement de celui-ci qui va être beaucoup plus stable dans le temps dans les systèmes en agriculture de conservation comparativement à des systèmes travaillés. Alors cette stabilité, on l'a mise en évidence. Alors là, j'ai emprunté une photo de Yves Ferrier, collègue de la Chambre d'agriculture du Tarn, un slide test, donc c'est un test assez visuel pour se rendre compte de la stabilité d'agrégat. Là, on le voit. Donc, je vous laisse imaginer lequel est dans le système travaillé. Et très clairement, donc, nous, on a fait d'autres tests de ce type-là dans le cadre du projet bagage. Et puis, on a mis en relation ce qui est connu dans la littérature, donc je ne vais pas m'appesantir plus que cela, mais un effet majeur du carbone du sol, donc des matières organiques du sol sur cette stabilisation. Ce qui est particulièrement intéressant dans le projet, c'est qu'on peut faire des nuances en termes de perspective d'évolution de ce stock de carbone en fonction des types de sols et des pratiques mises en œuvre. C'est plus ça qui va nous intéresser. Donc, je vais détailler un tout petit peu les chiffres. Vous avez donc dans le tableau en gris le stock de carbone sur 0,50 cm sur la parcelle du Gers, enfin les parcelles du Gers, en agriculture de conservation en labour. Et on voit là une différence majeure de 20 tonnes de carbone sur 0,50, c'est colossal, en lien avec la mise en œuvre de l'agriculture de conservation. Donc on est dans des niveaux de stockage de carbone qui sont extrêmement élevés sur cette parcelle, qui dépassent largement ceux qui ont été envisagés dans le cadre de l'expertise INRAE sur le stockage de carbone dans les sols.
et qui laisse entrevoir des possibilités de stockage importantes. Alors, je vais quand même nuancer mon propos en disant qu'on est sur un site là qui était en polyculture élevage, avec des effluents organiques importants, et notamment des fumiers, et beaucoup de couverts végétaux entièrement restitués, et surtout des fortes productions de biomasse de couverts, puisque l'agriculteur a des moyennes entre 7 et 12 tonnes de biomasse de couverts végétaux restitués. C'est important, mais on voit que l'on peut stocker beaucoup de carbone. On espère, hein, dans les initiatives, stocker entre 400 et 500 kg de carbone par hectare et par an. Là, on se rend compte qu'en régime de croisière, il est plutôt autour de 800 à 900, voire une tonne de stockage. Donc, c'est colossal. De façon plus raisonnable, on voit le système dans les Pyrénées-Atlantiques où on part sur un stock de carbone initialement très élevé. Donc on est sur des terres noires, donc des sols qui sont organiques. Et vous voyez qu'on a déjà à la base plus du double de quantité de carbone présente à quelques kilomètres. On est à moins de 100 km hein, des deux sites, entre le site des Pyrénées-Atlantiques et le site du Gers. Ce qui est intéressant, c'est que le système en AC n'a pas beaucoup fait changer le stock de carbone, mais levier intéressant là-dedans, c'est qu'il a permis de diversifier le système de culture. Alors je m'explique, la comparaison labour, c'est une monoculture de maïs grain, qui est une plante qui restitue beaucoup de carbone à l'hectare, comparativement à d'autres espèces, et rompre une monoculture de maïs grain sans mettre en place des leviers permettant de stocker du carbone, notamment des couverts végétaux, peut mener à un risque de perte progressive en carbone des sols. C'est-à-dire si on arrête de mettre du maïs grain en monoculture et qu'on met des rotations en place sans restituer l'équivalent de ce que le maïs apportait, on peut avoir une érosion progressive de la quantité de matière organique. L'agriculteur en agriculture de conservation ici présent a pu diversifier avec une rotation triennale ou quadriennale, elle n'était pas hyper stabilisée non plus, mais avec maïs, soja, céréales, tout cela grâce à l'introduction des couverts végétaux et à la réduction de travail du sol. Et on voit qu'il a maintenu son stock, voire sensiblement augmenté, mais là on n'est pas du tout dans des seuils de différence significative. Et le troisième site, dans le Tarn, eh bien, on est chez notre agriculteur qui progressivement s'approprie les pratiques d'agriculture de conservation. Et on voit qu'il n'a pas encore de différence significative. Alors, l'avantage, c'est que c'est chez lui, dans les deux cas, il a un labour, parce qu'il mène des expérimentations pour des essais de variétés pour Arvalis. Donc, il laboure une année sur deux sa parcelle, et les autres parcelles sont sans labour, sont en agriculture de conservation. Et on voit que le stock de carbone n'a pas encore significativement décollé, et ça s'explique en grande partie par des mauvais résultats encore à ce jour sur les couverts végétaux. Donc le levier principal qui est mis en avant, surtout dans les systèmes céréaliers, quand on n'a pas d'effluent, c'est évidemment la couverture des sols par des couverts qui produisent plus de 2 tonnes de biomasse, c'est quand même l'objectif que l'on fixe. Si on peut dépasser les 3, 4, 5 tonnes, comme on peut le voir sur certains sites, c'est là qu'on commence vraiment à stocker et à remettre du carbone dans le sol et à avoir tous les effets bénéfiques de stabilité des agrégats que j'ai évoqués. Alors, dernier levier pour cette illustration. Donc, on a parlé de taille de réservoir utilisable, on a parlé de stabilité des capacités d'infiltration. Il y a un autre point qui est extrêmement important, ça va être la connectivité du réseau poral. Quand on va travailler un sol, on va créer des macropores, et on l'a vu, la densité a un peu diminué. Alors, on a vu que ça reprenait en masse, parce qu'en fait, on crée des pores qui sont très peu connectés les uns avec les autres, et qui résistent assez mal aux actions du climat et de la densité et de la gravité. Donc, ils s'effondrent sur eux-mêmes. Comparativement à des pores d'origine biologique, que ce soit des galeries de racines ou des vers de terre ou des nématodes, voire même des filaments mycéliens. Je discutais hier et j'en dirai un mot dans le cas des travaux d'Arthur Mess. Voilà, sur les filaments mycéliens, on a des galeries de l'ordre de 10 à 20 microns. Donc, ça contribue très directement à une forme de porosité, plutôt de la microporosité. Et ce qu'on a pu mettre en évidence en bagage, c'est une différence de connexion du réseau poral forte, avec ici, vous allez avoir une petite illustration de ce qui se passe sur les deux sols. Donc, vous avez à gauche le sol en agriculture de conservation et à droite le sol labouré. Et on voit des écoulements d'eau libre dans le sol labouré en lien avec une discontinuité hydraulique correspondant à la profondeur du labour. Donc en fait, on a de l'eau qui circule sans qu'on la voie en surface, qui circule en subsurface et qui ne contribue pas véritablement à réalimenter l'ensemble du profil de sol. Et qui en plus limite le développement racinaire. Donc vous comprenez bien, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que le réservoir utilisable, il n'aurait pas fallu l'estimer sur 0,50 sur ce sol, mais sur 0,25 et s'arrêter à la zone de discontinuité hydraulique. Voilà, donc on a cherché à mieux caractériser tout ça. Alors quand on fait de la recherche, des fois on est têtu. Donc là, on a prélevé beaucoup de colonnes de sol sur différents sites. Et là, je vous montre une illustration de comment on a prélevé ces colonnes sur les parcelles d'agriculture de conservation. Il nous fallait appuyer beaucoup plus. Pourquoi? Parce que le sol il est beaucoup plus dense. Alors ça, c'est paradoxal. S'il est plus dense, ça veut dire qu'il a moins de pores. Comment ça se fait qu'ils conduisent mieux l'eau? Et donc, c'est là qu'on se rend vraiment compte de la nécessité d'avoir peut-être moins de porosité totale, mais que celle-ci soit très connectée entre elles
pour favoriser l'infiltration. Et donc Sixtine, dans sa thèse, elle a prélevé beaucoup de colonnes de sol, puis après elle a fait, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, elle a fait de l'acupuncture avec ses sols, puisqu'elle a fait, vous voyez, des petites aiguilles au-dessus, simulation de pluie, et elle a suivi le transfert d'eau et de différents pesticides dans ces sols pour essayer de comprendre s'il y avait des effets en termes de fonctionnement hydrique et de transfert de produits phytosanitaires. Sur le fonctionnement hydrique, elle a clairement mis en évidence qu'il y avait d'abord un effet sol, donc un sol qui a une structure naturellement bonne, comme les sols de terre noire, auront de toute façon une capacité à infiltrer l'eau qui sera meilleure que les sols de moins bonne qualité que j'évoquais tout à l'heure, type Boulben, mais que superposer à ces sols de moins bonne qualité une gestion qui permette de restaurer les propriétés d'infiltration et cette stabilité permet véritablement de faire progresser le fonctionnement hydrique des sols. Et notre sol en agriculture de conservation sur le sol de Boulben avait des capacités d'infiltration d'eau quasi équivalentes à celles de terre noire des Pyrénées-Atlantiques. Donc il y a un vrai levier important pour faciliter l'infiltration de l'eau. Donc en synthèse de tout ce que je viens de vous dire, on a pu caractériser un certain nombre d'effets positifs ou négatifs liés à l'agriculture de conservation. Donc si on décortique un peu le non-travail du sol, associé au couvert, favorise l'infiltration par une meilleure connectivité et stabilité du réseau poral, tend à augmenter l'infiltration, donc c'est un effet qui n'est pas positif, mais ça augmente l'infiltration quand le sol n'est pas couvert. Or, la plupart du temps, il y a un mulch, voire un couvert végétal. Mais ça, c'est important à savoir, un effet, alors c'est plutôt issu de travaux bibliographiques, parce que nous, chez les agriculteurs, on avait toujours le mulch et on freinait l'évaporation. Mais si on enlève l'évaporation, si on enlève le mulch dans des sols qui sont non travaillés, on a une remontée capillaire qui se fait jusqu'à la surface du sol et donc on augmente l'évaporation. Le non-travail du sol a évidemment bien amélioré, a amélioré sensiblement la taille du réservoir utilisable, a bien amélioré les capacités d'infiltration, excusez-moi. Et puis, on a une autre thèse, donc, dont je ne présente pas tous les résultats, qui s'est spécifiquement intéressée à l'effet des couverts sur le bilan hydrique des sols. Et ce que Nicolas Meyer donc, a pu voir, c'était que la présence de ces couverts limitait effectivement l'évaporation, favorisait l'infiltration, donc on le voit aussi chez les agriculteurs, et limitait fortement le ruissellement sur les parcelles étudiées. En revanche, sur la transpiration, on a une augmentation, ce qui peut être parfois préjudiciable, surtout dans les systèmes non irrigués ou à faible réservoir utilisable, puisqu'on peut assécher le sol par les couverts et du coup impacter négativement la culture de rente suivante. Voilà. Alors, ça ne s'est jamais avéré chez les agriculteurs chez qui on a travaillé dans le cadre du projet bagage, puisque les pluies de mai ou juin suffisaient généralement à recharger le réservoir utilisable si tant est que le couvert l'est un peu impacté. Voilà, alors je vais passer un petit peu plus vite parce que le temps court, mais sur le devenir des produits phytosanitaires, l'idée était de montrer en quoi l'agriculture de conservation pouvait modifier aussi le fonctionnement biologique. Donc, on avait dit quelques mots sur le devenir des produits phyto. Là encore, je répondrai aux questions, puis je développerai l'aspect plutôt mycorhize. On s'intéresse aux produits phytosanitaires, il faut bien avoir en tête qu'il y a une multitude de processus qui interagissent les uns avec les autres, qui régissent leur devenir dans l'environnement. Donc, une molécule va d'abord pouvoir être interceptée par une plante, par un sol, par des résidus. Elle va pouvoir être retenue, donc des phénomènes de rétention, c'est-à-dire elle va s'accrocher sur cette fraction solide, par exemple, et puis elle va pouvoir être dégradée par les micro-organismes du sol. De cela va en résulter une certaine disponibilité, à savoir pour une recontamination du compartiment air, ce que l'on appelle la volatilisation, ou du transfert par lixiviation, donc plutôt écoulement vers le nappe, ou ruissellement, transfert plutôt vers les eaux de surface. Quand on regarde en quoi les pratiques de l'agriculture de conservation modifient ou peuvent impacter ces processus, on se rend compte qu'il y a de multiples raisons d'impacter ces processus. On modifie la surface du sol avec un mulch, on modifie, on l'a vu, la teneur en matière organique et sa localisation, on modifie la température du sol, la microflore. On va modifier la présence de la macroporosité, notamment des conduits racinaires, et la structure du sol. Donc tous ces éléments vont interagir directement sur des processus et vont en plus interagir entre eux. Donc je n'ai pas le temps de tout vous détailler, mais vous comprenez que c'est extrêmement complexe. Et donc le but du jeu, c'est d'essayer de se dire, OK, on va espérer que le sol puisse dégrader au maximum ce composé, puisqu'on sait que s'il est bien dégradé, il aura moins de chances de circuler et recontaminer les compartiments. Alors pour cela, on utilise, soit en conditions contrôlées, c'est quand même le plus pratique, en faisant des confitures un peu spéciales. Vous voyez nos bocaux, nous on fait des confitures avec du sol et des molécules qui sont généralement marquées par des isotopes stables ou non stables, donc radioactifs, qui nous permet de tracer le devenir des produits phytosanitaires. Et donc, on va essayer de comprendre s'ils sont complètement dégradés, donc grignotés par l'activité microbiologique ou macrobiologique des sols, et donc métabolisés,
ou si au contraire ils vont rester disponibles, c'est ce qu'on va retrouver dans les nappes, dans les eaux de surface, donc une fraction qui sera extractible à l'eau, éventuellement qui sera extractible mais de façon un peu plus complexe. Nous on utilise des solvants pour essayer de voir si on peut en extraire encore une partie. Et puisqu'on n'arrivera pas à extraire, on va brûler le sol qui reste, voir si les produits phyto étaient bien encore dedans, puisqu'on va piéger s'il y avait de la radioactivité que l'on avait appliquée, si on la trouve dans le sol, c'est qu'il restait des phytos, ce qu'on appelle des résidus non extractibles. Alors là, aujourd'hui, je ne vais pas tout vous détailler, simplement, ce qu'on rêverait tous, c'est que dans les sols extrêmement riches en activité biologique, on dégrade complètement les produits phyto ou au maximum. Et Sixtine, elle a étudié plusieurs produits, là j'en montre qu'un, nicosulfuron, c'est un herbicide utilisé sur maïs. Et ce que l'on peut voir, je ne rentre pas dans le détail de toutes les courbes, l'idée c'est de vous rendre compte que globalement, on modifie très peu la dynamique de dégradation de ce composé. On l'améliore un chouïa, de 3 à 4% sur 100 jours, pour atteindre tranquillement 30% de dégradation, ce qui reste insatisfaisant d'un point de vue comportement et devenir dans l'environnement, puisqu'il y a l'essentiel du composé qui reste soit extractible à l'eau, soit en partie fixé sur des résidus liés, ce qui en soi peut être satisfaisant, mais l'idée, ça serait quand même d'avoir un maximum de dégradation par la microflore du sol. Ce qui nous a paru intéressant quand même à noter, c'est que dans les systèmes en agriculture de conservation, ici on est sur le Gers, donc le Luvisol 32, on voit que la courbe en profondeur, donc à 25-60 dans ce sol, permet d'atteindre des niveaux de minéralisation quasi équivalents à ce qu'il y a en surface, ce qui veut dire qu'on a bien une capacité dégradante en profondeur dans ces sols que l'on observe moins sur la parcelle labourée. Voilà. Mais ça reste insatisfaisant et très clairement par rapport à des messages qui circulent aussi et que j'essaie d'illustrer auprès des agriculteurs, il ne faut pas compter sur une dégradation complète de ces composés par la microflore du sol, y compris en agriculture de conservation, mais il faut plutôt miser sur des stratégies de réduction des usages. Un mot alors maintenant sur les aspects mycorhiziens. Donc la thèse d'Arthur Mess, qui s'est vraiment intéressé aux champignons mycorhiziens arbusculaires, dont vous avez une illustration. Donc c'est des champignons qui viennent coloniser les racines et qui permettent, par cette symbiose, d'alimenter mieux la plante, a priori en eau et en certains éléments nutritifs, et qui donc revêtent un intérêt majeur pour prospecter des volumes de sol qui ne seraient pas explorés directement par les racines. Alors c'est extrêmement intéressant d'essayer de voir si des systèmes de culture peuvent favoriser la présence des mycorhizes et la mycorhisation des racines. Donc Arthur a étudié beaucoup de situations de sol et de racines de maïs et il m'a fourni quelques illustrations. Ici, des taux de mycorhisation de racines de maïs, toujours sur nos parcelles couples. Vous avez en bleu la parcelle du Tarn, rappelez-vous, celle qui est peu différenciée. En verte, la parcelle du Luvisol gersois et en rouge, la parcelle du Veracrysol, donc des sols de touillat organique des Pyrénées-Atlantiques. Ce que l'on constate, c'est que systématiquement, dans les systèmes en AC, on a une augmentation. C'est un petit peu moins vrai côté Tarn, en lien avec le fait que cette parcelle est encore un peu travaillée. Ce n'est pas du semi-direct, mais c'est du strip-till, et que les couverts sont, on l'a dit, peut-être peu développés. En tout cas, c'est des hypothèses pour expliquer qu'il n'y a pas encore une différence très forte en termes de mycorhisation. Donc, mycorhisation plus forte des racines du maïs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une diversité aussi des champignons mycorhiziens arbusculaires dans les racines qui sont un peu plus importantes dans les systèmes en AC. Alors, on ne sait pas encore relier, ça reste compliqué de relier la diversité à des fonctions. On fait toujours l'hypothèse qu'il vaut mieux une grande diversité pour couvrir une plus grande quantité de fonctions. C'est peut-être erroné, mais en tout cas, on constate cette diversité accrue des champignons mycorhiziens arbusculaires en agriculture de conservation. Voilà, alors j'ai quasiment terminé en synthèse sur cette illustration 2. Donc, on a bien vu que les systèmes en agriculture de conservation améliorent en termes d'abondance et de diversité l'activité biologique. Je n'ai pas montré les résultats de microbiologie totale, mais on le voit aussi très clairement. On se pose encore beaucoup de questions sur les conséquences fonctionnelles, je viens de le dire, mais très clairement, cette amélioration ne permet pas de résoudre tous les problèmes, et en particulier ceux liés à la décontamination de certains polluants que sont les produits phytosanitaires. Donc le levier le plus fort reste l'accompagnement à l'usage en ultime recours de ces produits phytosanitaires, et il faut vraiment encourager les initiatives qui vont dans ce sens, puisque le meilleur produit phyto que l'on n'a pas à gérer, c'est celui que l'on n'aura pas mis. Ça peut sembler trivial comme exemple, mais il est important. Je veux juste donner un petit chiffre. Pour respecter les 0,1 microgrammes par litre, qui est la norme que l'on se fixe pour une molécule dans l'eau potable, et que l'on imagine, donc c'est vraiment très, très schématique ce que je vous dis là, qu'une parcelle agricole doit contribuer au maximum à cette concentration dans l'environnement. Évidemment, il y a des zones non traitées qui viennent diluer tout cela, mais imaginons
on souhaite collecter l'eau issue d'une parcelle et qu'elle respecte 0,1 microgramme par litre, ça voudrait dire qu'il faudrait perdre moins de 1 gramme d'une matière active diluée dans 1 mètre d'eau par hectare. Quand on fait une application d'un glyphosate, par exemple, on est à 1 litre hectare, on est à 360 grammes. Ça voudrait dire qu'il faudrait que notre activité biologique et la rétention qui forme les résidus liés du sol en stock 359 grammes pour qu'on soit dans les clous de nos 1 gramme par hectare dilué dans 1 mètre d'eau. Alors sur les sites Pyrénées-Atlantiques et Gersois, on atteint les 1 mètre d'eau, mais on ne les atteint pas partout. Voilà, c'est juste pour vous donner les ordres de grandeur et bien avoir en tête qu'il ne faut pas compter exclusivement ou totalement sur cette activité microbiologique des sols pour régler notre problème. Alors, dernière illustration, et je laisserai la parole à Alexandre en vidéo. On travaille beaucoup l'intérêt des plantes de service pour aller encore amplifier la diversification végétale et vous avez compris, stocker du carbone et rendre différents services écosystémiques. Par plante de service, on entend espèces implantées avant, pendant ou après une culture de rente destinée à fournir un ou plusieurs services écosystémiques à l'échelle de la parcelle. Et parmi ces plantes de service, on s'intéresse en particulier aux cultures intermédiaires qui sont mises entre 2 cultures marchandes. Alexandre le redira. Donc, dans le cadre des SIMS, on a beaucoup de services que l'on cherche à étudier au sein de l'unité, donc des services de soutien par rapport aux éléments nutritifs, des services de structuration des sols, on a vu quelques exemples à travers de ce qu'on a étudié dans le bagage, des services de stockage de carbone, de modification de l'albédo, c'est-à-dire de renvoi de l'énergie dans l'espace. Donc, c'est aussi des éléments que l'on étudie, notamment avec les collègues du CESBio, un projet européen. Et puis, des services d'approvisionnement, certains diront que ce n'est pas du culture intermédiaire. C'est vrai qu'on peut discuter de ça puisqu'elles sont en partie exportées, donc c'est peut-être plutôt des cultures dérobées, mais voilà, on peut dire qu'il y a un service d'approvisionnement. Et puis des services de régulation. Donc Alexandre va en dire un mot, mais il y a aussi une thèse en cours là, qui est celle de Neila, qui travaille, elle, spécifiquement sur la régulation de certains bioagresseurs du tournesol. Donc là aussi, s'il y a des questions parmi l'auditoire sur régulation de verticillium ou notamment, et puis travaille aussi sur l'eurobanche en lien avec culture intermédiaire multiservice, elle pourra y répondre bien qu'elle n'intervienne pas aujourd'hui. Voilà, donc Alexandre a commencé sa thèse récemment. Il s'intéresse aux effets biotiques et abiotiques de culture intermédiaire sur le maïs popcorn. Et je vais projeter sa présentation. Je m'appelle Alexandre Brzezinski et je suis doctorant à l'UMR. J'étudie les effets biotiques et abiotiques des cultures intermédiaires multiservices sur la qualité d'implantation et la productivité du maïs popcorn. Le maïs popcorn est une culture récemment implantée en France, notamment par l'action de Nathalie. Et les agriculteurs souhaitent introduire des couverts dans leur rotation pour amorcer la transition agroécologique. De plus, il existe peu de références scientifiques dans la littérature puisque le maïs popcorn a été très peu étudié. Même s'il partage des principaux traits avec le maïs grain, le maïs popcorn est plus sensible à la berce et aux maladies, donne un rendement plus faible et est soumis à des normes plus strictes pour la consommation humaine directe. Un couvert intermédiaire se compose d'une ou plusieurs espèces de cultures non commerciales en pur bon mélange, implantées pendant une période d'interculture plus ou moins longue entre 2 cultures commerciales. Les couverts intermédiaires sont implantés pour rendre de multiples services et afin d'éviter que le sol soit sans couverture végétale. La couverture du sol permet de limiter l'érosion, la production de protoxyde d'azote qui est un gaz à effet de serre puissant et la fuite des nitrates. De plus, elle permet d'améliorer l'infiltration et la rétention d'eau, de stocker du carbone dans le sol et de fournir des nutriments dont l'azote, le phosphore, le potassium et le soufre à la culture suivante. De plus, les crucifères
permettrait de diminuer la pression biotique de certains ravageurs ou pathogènes telluriques. Les couverts modifieraient les propriétés du nid de semence ainsi que la pression biotique. Ces effets influenceraient la germination des graines et la levée des plantules et donc la qualité d'implantation finale de la culture. La qualité d'implantation affecterait directement la productivité de la culture. Une méta-analyse a montré une contribution neutre à positive des couverts sur les rendements du maïs grain. Dans le cas du maïs popcorn, la qualité des grains serait affectée, ce qui est déterminant. Comme il existe une pluralité de pratiques culturelles, les effets découverts observés par les agriculteurs sont très variables avec des rendements hétérogènes. Certaines espèces de couverts sont susceptibles d'être hôtes de pathogènes ou de ravageurs, d'avoir une action allélopathique sur un maïs popcorn semé rapidement après la destruction du couvert. En 2020, nous avons implanté plusieurs espèces et variétés de couverts, légumineuses et crucifères, en pur et en mélange, pour évaluer leur performance en cycle long sur la culture suivante des maïs popcorn. Nous étudierons des services écosystémiques, mais aussi des desservices pour ainsi accueillir des références. La lutte contre l'érosion et l'amélioration de la fertilité des sols est un enjeu central dans un contexte de changement climatique. Les cultures intermédiaires multiservices semblent être une pratique culturelle agroécologique prometteuse pour la problématique du maïs popcorn. Bien, est-ce que normalement j'ai repris mon diaporama doit réapparaître, voilà. Voilà, donc on arrive au terme de ce webinaire. Alors quelques éléments de conclusion assez brefs, j'ai fait des points au fur et à mesure, mais puis je vois qu'il y a des questions auxquelles je vais répondre. Bon voilà, j'espère, pour celles et ceux qui n'étaient pas sensibilisés à cette question, que vous avez perçu qu'il était vraiment au cœur de la transition agroécologique de nos systèmes. Il peut nous permettre véritablement d'accroître l'efficience de l'eau dans certains systèmes agricoles, d'atténuer les effets des changements climatiques, notamment par un stockage de carbone, et de réduire certains impacts environnementaux, mais pas tous. Alors voilà, je peux développer, généralement, quand je fais une intervention sur le devenir des phytos, c'est une journée pleine, donc là, en 5 minutes ou 10 minutes, c'était évidemment que effleurer la question, mais globalement, voilà, après 15 ans, je me dis, d'études fines et travaux sur essayer de comprendre la biologie, comment elle peut véritablement réduire la quantité de pesticides, on se rend compte que c'est pas encore là-dessus qu'il faut jouer de façon très significative. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner, parce qu'on peut arriver à déceler des pratiques plus favorables à l'expression d'une activité biologique intense et facilitant la dégradation, mais il faut quand même, je pense, continuer à travailler ces questions de réduction des usages pour arriver un peu plus rapidement à des résultats de qualité environnementale satisfaisants. Et j'espère aussi que vous aurez compris que l'enjeu prioritaire, c'est d'accroître le stock. C'est vraiment la pierre angulaire de la réflexion, la clé de voûte, si je peux dire, de tout ce que je viens de dire, c'est les quantités de matière organique dans les sols. Il faut raisonner cet accroissement de matière organique en se disant qu'on va modifier certes le cycle du carbone et de l'azote, ça on a un peu l'habitude de le faire, de réfléchir ces cycles C et N ensemble, mais aussi le cycle de l'eau. Et je pense que c'est particulièrement important au regard de ce que l'on commence à percevoir comme effet lié au changement climatique, à savoir des épisodes très intenses et puis des périodes de sécheresse qui sont de plus en plus longues. Donc voilà, là encore, ça ne fera pas tout. On a bien vu que la taille du réservoir utilisable n'augmentera pas de façon infinie et on aura besoin d'avoir peut-être des solutions autres pour répondre aux enjeux autour de l'eau, mais on peut déjà améliorer l'efficience de l'eau dans nos systèmes. Donc, quelques mots de remerciement évidemment à toute l'équipe technique qui réalise et les étudiants en thèse ou en stage qui réalisent tous les travaux de recherche, puisque nous on y est quand on peut, mais pas de façon satisfaisante et suffisante, malheureusement. À l'ensemble des partenaires de tous ces travaux, j'en ai cité quelques-uns, voilà, donc qui soient vraiment remerciés, et puis toute l'équipe comme INRAE Toulouse qui a organisé ce webinaire. C'était sympa. Merci évidemment aux financeurs de tous ces travaux, qu'ils soient locaux ou européens.
Et puis, ben, j'espère que n'oubliez pas hein, de tout cela, ce que disent les Américains, et dont j'ai eu la chance d'avoir un t-shirt offert par un ancien doctorant qui travaille sur les couverts. Ne cultivez pas nu, mais plantez des plantes de couverture sur vos sols. C'est valable pour les sols de jardin, c'est valable pour les sols agricoles, c'est valable pour tout. Voilà. Merci à tous et bonne fin de journée. Alors, Marianne, je pense qu'on va répondre aux questions, c'est cela, pour qu'elles soient enregistrées? C'est bien ça, donc je vais te lire les questions. Donc je vais les prendre pas dans l'ordre qui s'affiche. Donc une question de Margot. Hop. Margot qui demande « Bonjour, merci pour votre présentation. Est-ce que vous avez noté des différences fonctionnelles du sol hydrique et ou biologique avec les mycosines en fonction des types de couverts végétaux ?» Alors, non, pas spécifiquement. En tout cas, on n'a pas pu le relier véritablement aux mycorhizes. Ce qu'on peut voir, ce qu'on a pu identifier, c'est quand même des réductions d'usage d'eau d'irrigation sur une parcelle irriguée, donc celle du Gers que j'évoquais tout à l'heure, comparativement à la parcelle labourée, donc pour des cultures équivalentes, c'est-à-dire 2 maïs dans les 2 cas, et donc réduction à la fois des quantités d'eau, alors de 1 à 2 irrigations, donc ce qui n'est pas négligeable, mais ce qui est moins que ce qu'on nous avait aussi annoncé. Donc, mais par contre, un niveau de productivité plus fort du maïs. Donc, est-ce que c'est lié à une meilleure efficience de l'eau et notamment aux mycorhizes, parce qu'on a aussi vu que c'est une parcelle sur laquelle les racines du maïs étaient largement mycorhizées. On ne sait pas faire le lien encore, mais ça reste une hypothèse. En tout cas, voilà, on n'a pas pu nous l'éclairer. Ensuite, on a une question de Sandrine. Alors, pour le stockage des molécules chimiques dans le sol, qu'est-ce qu'il est des molécules rémanentes comme les atrazines que l'on retrouve encore dans les cours d'eau? Est-ce que les sols les relarguent petit à petit? Alors, ça, c'est une vraie grosse question. On pourrait en discuter longtemps. Fort probablement. Il y a plusieurs hypothèses. C'est vrai qu'on retrouve alors, dans les atrazines ou ces produits de dégradation des éthylatrazines dans les eaux. Ça peut être lié à du relargage progressif. Il faut voir que c'est des produits qui ont été appliqués à des très forts grammages à l'hectare. L'atrazine, quand elle a commencé à être homologuée, c'était plusieurs kilos. Quand elle a été retirée, c'était 500 grammes hectare. Donc pour dire qu'on avait... entre les débuts d'utilisation, on avait peut-être la main lourde, jusqu'à la fin où finalement on avait réduit considérablement les quantités. Du coup, il y a eu des quantités importantes appliquées au sol. Très probablement des migrations de ces composés dans les fractions argileuses, notamment dans des micropores, voire même à l'intérieur des feuillets argileux, qui pourraient, parce que ce n'est pas une très grosse molécule, l'atrazine, qui pourrait amener un relargage progressif lié au fait qu'aujourd'hui on a des solutions de sol qui n'en contiennent plus, qui sont moins chargées, et du coup, par gradient de diffusion, on arriverait à les extraire. C'est une hypothèse. Moi, en tout cas, voilà, c'est celle que l'on a. Il faut aussi savoir que c'est une molécule qui avait une assez bonne affinité pour les fractions minérales, et donc elle peut avoir été retenue sur des argiles et être progressivement relarguée. Donc ensuite, on a une question de Gabrielle qui demande quelles sont les différences en TCHA entre AC Labour si on prend l'horizon de surface, là où la MO a un rôle important du point de vue stabilité structurelle. Alors, du coup, voilà, oui, ça on peut. Alors, je n'ai pas détaillé les stocks par horizon, mais très clairement, on a un vrai gros gradient. Donc, je ne vais pas le donner en stock parce que je ne l'ai plus en tête, je vais le donner en teneur. En gros, teneur, c'est une concentration, et pour passer au stock, on a besoin de la densité du sol, la quantité de terre par unité de volume. Sur les sols de la vallée alluviale que j'évoquais de Boulbène, on est à 1,2% en surface sur la partie labour, et on est à 3,5 à 4% sur le côté agriculture de conservation. Donc évidemment, sur le 0,5 cm. Donc effectivement, c'est là qu'on va retrouver une bonne quantité de carbone. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a sur cette parcelle aussi enrichi le sol en profondeur par les galeries, de vers de terre et les galeries des couverts végétaux. Et on a des différences significatives de concentration en carbone en profondeur. Donc en profondeur sur ce sol, c'est 50 cm, je rappelle, 60 aux endroits les plus profonds. La parcelle, c'est entre 50 et 60 cm de profondeur. Donc voilà, on a bien un gradient, on a bien un rôle majeur de la matière organique, je vois la question, hein, donc sur la stabilité en surface, puisqu'on a multiplié par 3, un peu plus de 3 la concentration, la teneur en carbone. On a aussi une question de Thierry qui faisait référence à ton diaporama de tout à l'heure. Dans le Tarn, en 8 ans, ça n'a pas évolué. Comment l'expliquer? On l'explique. Alors, déjà, c'est une parcelle qui est pas pauvre en carbone. Rappelez-vous, on était quand même à 60 tonnes de carbone. Donc, c'était
c'était pas une parcelle qui avait un niveau de carbone très bas. Donc, quand on part de haut, bah forcément l'évolution elle est plus lente. Et très clairement, on l'explique par la présence encore d'un travail du sol sur cette parcelle. Alors, le révélateur le plus fort, je pense que c'est les collègues qui travaillent sur les mycorhizes. Ils voient vraiment un effet, à peine on chatouille un peu le sol, à peine on travaille, les mycorhizes sont perturbées. Et là, très clairement, sur cette parcelle, en strip-till, donc strip-till travaille en bande, hein, c'est une terminologie anglaise. L'agriculteur travaille sur, je sais pas, 20 cm maximum de large, son sol. Puis il y a des zones non travaillées. Et finalement, on a une augmentation qui est plus lente dans ces sols. Et je pense aussi que le levier couvert n'était pas assez maîtrisé, puisque nous, quand on a fait des estimations de biomasse, c'était entre 500 et 800 kg les bonnes années de couvert. Donc, on est loin d'une production suffisante de couvert pour permettre un stockage de carbone. Voilà. Alors, depuis, l'agriculteur, on continue, et puis je sais que Yves Ferrier du Tarn, justement, continue à travailler avec lui. Et là, c'est vrai qu'il y a une dynamique sur les couverts qui a changé positivement, donc on peut espérer que ça ne fasse que s'améliorer. Puis après, il y a un effet de déverrouillage. Hein. C'est vrai que les premières années, quand on fait des couverts à faible productivité, c'est aussi lié au fait que le sol ne fonctionne pas de façon adaptée. Plus on va accumuler, plus on va déverrouiller un fonctionnement, et notamment un fonctionnement agronomique, qui font que voilà, il y a toujours cette fameuse phase de transition dont je suis incapable de vous donner une durée, puisqu'elle va varier en fonction des sols, des pratiques mises en œuvre, et puis de la motivation aussi de l'agriculteur à réussir. On a des agriculteurs, par exemple, je réponds en même temps à la question, mais qui nous ont dit irriguer certaines années les couverts parce que leur levier principal, c'était que le couvert fasse de la biomasse pour tout ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire structuration, stabilisation de la surface du sol, éviter l'érosion, et puis derrière, fournir de la matière en se décomposant à la culture qui va suivre. Donc ils peuvent mettre un tour d'eau sur des couverts, voire 2 tours d'eau, et à l'échelle du système de culture, finalement, répartir l'eau différemment. C'est ça qui est intéressant, mais ça nous amène à rechanger fondamentalement notre façon de voir la gestion de l'eau. Et se dire que peut-être, dans certains cas, on peut la mettre sur des cultures non marchandes. Et tout à l'heure, j'en profite, il y avait un colloque sur la biofumigation, donc l'utilisation des couverts et l'enfouissement des couverts pour réguler des bioagresseurs. Et Naïla, doctorante que j'évoquais, me disait, aux États-Unis, irriguer, voire fertiliser des couverts pour les services qu'ils peuvent rendre, c'est une pratique qui devient de plus en plus courante. Voilà. Peut-être qu'en France, on va réfléchir à tout ça en se disant comment on peut repenser nos systèmes de culture en lien avec les services fournis. Donc, on a plein de questions qui arrivent. Hein. Ça suscite des questions, des questions. Du coup, pour rebondir, rester sur le Tarn, il y a Damien qui demande comment considérer la parcelle du Tarn comme étant en agriculture de conservation, travail du sol encore présent. La pratique de strip-till est considérée comme une pratique d'agriculture de conservation. Donc, alors, si on se fie à la terminologie américaine, c'est lié vraiment à la quantité de résidus qui doit rester. Donc là, on est dans les clous. Après, on va dire, il y a les puristes qui vont dire effectivement, il faut 0 travail du sol. Donc, c'est peut-être que par ce grain-là, effectivement, on n'est pas encore dans un système de semi-direct. Voilà. Bon, c'est un système où il y a encore un travail localisé, oui, je l'entends. Mais c'est ce qui amène dans la public 16 aussi. Hein, quand on a cherché à comprendre la taille du réservoir utilisable, là, on a dû différencier vraiment les pratiques de semi-direct, de travail superficiel, de non-labour profond. Là, on a aussi ces pratiques-là. Et toutes celles-ci rentrent dans la terminologie technique de conservation. Ça ne veut pas dire forcément agriculture de conservation, puisqu'il faut ajouter la diversité de la rotation et les couverts. Et du coup, cette pratique-là de travail du sol peut être considérée comme répondant au cahier des charges, si tant est qu'il y en ait un. Voilà, un peu longuement. Il y a d'autres questions? Il y a plein d'autres questions. Je ne sais pas si tu veux répondre à toutes les questions maintenant. Ou, oui. Il n'y a pas de souci, hein, tant que c'est frais. Donc, il y a une question de David. Alors, concernant la gestion des adventices en agriculture biologique, quelles sont les stratégies efficaces de lutte en agriculture de conservation? Alors, quelle gestion des adventices? Alors, j'allais dire, en agriculture de conservation, aujourd'hui, c'est principalement des systèmes conventionnels. Donc, ils ont l'usage des produits phyto. Donc, c'est pas une stratégie de lutte biologique. On n'a pas en France, à ma connaissance, de système stable, c'est-à-dire aux performances stabilisées, de vrais systèmes en semi-direct tels qu'on a pu en les observer, donc vraiment agriculture de conservation et en bio. On a des agriculteurs qui tendent vers l'agriculture biologique de conservation, mais ils se réservent la possibilité de travailler en surface le sol pour gérer la flore.
Ça ne veut pas dire que c'est nul. Hein. Moi, c'est là qu'il faut vraiment être vigilant. Il faut aller documenter ça, il faut aller observer ça, parce qu'il y a peut-être des compromis à avoir. Effectivement, peut-être que Arthur, et je vois il y a Francis Carbone qui pose une question, peut-être que sur les mycorhizes, rien que le fait de travailler, ça va avoir un impact négatif. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir un petit impact sur les mycorhizes et pas utiliser de glyphosate, par exemple? C'est une vraie question, c'est une histoire de compromis. Aujourd'hui, il n'y a pas de système en bio qui repose sur du semi-direct et qui gère durablement sa flore. Ça, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'ils utilisent des phytos ou qu'ils travaillent un petit peu le sol. Et ils essaient par l'optimisation des couverts, choix des espèces, couverture, donc les couverts végétaux qui vont permettre de gérer un peu de flore, mais ça ne fera pas tout non plus. Voilà. S'il y a une année où il y a un couvert qui ne se développe pas bien et qu'il y a des adventices qui en profitent, ce sera compliqué à gérer, quoi, sans travail du sol. Et du coup, le frein, je vois Francis, le frein principal au passage de l'agriculture de conservation à l'agriculture biologique de conservation, mais c'est celui que je viens d'évoquer, à savoir les années où on n'arrivera pas à gérer la flore. Là, les agriculteurs avec qui on travaillait n'étaient pas des gros consommateurs de glyphosate, pour le coup. On a pu identifier que certaines années, ils arrivent à s'en passer, mais leur principale crainte, c'est l'année où ils ne peuvent pas gérer la flore, comment ils font s'ils sont dans un système en agriculture biologique. Voilà, c'est... Donc ensuite, on a une autre question de Thierry. Alors, vous parlez que la clé de baisser l'utilisation de phyto, je pense que tout le monde partage. Par contre, vous ne parlez pas des résultats économiques. Alors, est-ce que résultats économiques en lien avec la baisse des phytos ou peut-être, enfin, je ne sais pas si c'est... Alors, si c'est lié à l'agriculture de conservation, à ces systèmes, là, je vais pas botter en touche, mais je vais vous renvoyer au séminaire parce que les collègues qui ont réalisé l'enquête sur 60 fermes sur le bassin pendant 3 ans ont des données économiques à présenter qui seront intéressantes, qui illustreront justement les performances économiques de systèmes d'agriculture de conservation. Et il y en a d'ailleurs qui sont en ABC, avec quand même le bémol que j'ai évoqué, c'est-à-dire qu'il y a quand même un petit travail du sol, mais il y a des situations qui peuvent être intéressantes à aller regarder de performances économiques en agriculture biologique de conservation. Après, sinon, dans la question que je comprends aussi, ça peut être, est-ce que si on baisse les phytos, il y a un risque économique, ou en tout cas un impact économique? Là même, j'avais envoyé, dans Bagage, on n'a pas du tout regardé cela, c'est plutôt dans ce qui se fait dans les réseaux défis, et dans les réseaux défis, il y a quand même aujourd'hui des résultats qui tendent à montrer qu'on arrive à maintenir, voire à améliorer les marges dans certaines situations, en réduisant les produits phytosanitaires, c'est-à-dire en les supprimant, parce que là, du coup, on bascule dans un autre système de production, en les réduisant, et qui restent complètement compétitif et performant. Donc, il n'y a pas c'est pas antinomique. Moi, ce que je garde en tête dans les systèmes conventionnels, c'est un usage en ultime recours. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment réaccompagner sur le travail d'observation à la parcelle, d'analyse des seuils de nuisibilité, de décision. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs des conseils qui vont être réalisés, conseils stratégiques, pour réamener la réflexion à ce niveau-là sur l'usage des phytos. Voilà. Moi, le prisme que j'avais volontairement choisi dans ma présentation, c'est de dire, quoi qu'il en soit, si on a à gérer plusieurs centaines ou plusieurs milliers de grammes de matière active à l'hectare, il ne faut pas compter sur l'activité biologique d'un sol pour la réguler et faire en sorte que l'on ait une eau de bonne qualité derrière. Voilà. C'était plus ça mon propos, je n'allais pas sur ces aspects économiques, mais je pense qu'on peut effectivement trouver des éléments auprès des réseaux défis, notamment aujourd'hui. Donc, on a encore une question de Véronique. Existe-t-il des études sur les plantes dépolluantes? Alors, par rapport aux phytos, peut-être, mais là, je ne veux pas m'avancer parce que je ne connais pas, pour le coup, le sujet, je ne l'ai pas en tête. Là où on voit des plantes dites dépolluantes en phytoextraction, c'est sur des métaux lourds. Donc, il y a des études. Bon, ça reste encore assez intime en termes d'usage. Hein. C'est réservé à vraiment des milieux très particuliers. Ça reste très, très compliqué. Aujourd'hui, c'est dommage parce que j'ai vu qu'il y avait Camille Dumas tout à l'heure connectée. Elle aurait pu répondre bien plus pertinemment que moi à cette remarque. Mais pour gérer des métaux lourds, on est plutôt soit à mélanger des sols contaminés avec des sols non contaminés ou à excaver si c'est vraiment trop chargé et à traiter indépendamment. Mais par les plantes, j'ai pas de cas en tête sur des parcelles agricoles. C'est plutôt assez localisé. Et là, et sur les phytos, j'en ai absolument pas en tête.
Donc, j'ai une question de Christelle qui demande: est-ce que les agriculteurs arrivent à trouver des personnes ou des données pour les guider en agriculture de conservation? Aujourd'hui, je trouve que, enfin, c'est presque le contraire. C'est-à-dire qu'il y a des sources d'informations extrêmement abondantes, et pour un agriculteur, c'est plus arriver à se repérer dans tout ça. Donc, il y a quand même beaucoup de groupes qui existent. Sur les réseaux sociaux, ils sont extrêmement dynamiques. J'allais dire, il y a des groupes qui sont plus efficaces peut-être que d'autres. On en a tous en tête. Dans la région, il y a des conseillers qui accompagnent aussi assez largement ces groupes d'agriculteurs. Donc, c'est pas tellement le manque d'informations, c'est plutôt arriver à s'y retrouver dans toutes les informations qui existent aujourd'hui. Je pense la difficulté pour les agriculteurs. Donc, oui, il y a beaucoup de référents. Tous les organismes de développement, les organismes économiques ont aujourd'hui des référents sur ces questions-là. Et ensuite, du coup, la dernière question. Donc, une question d'Angélique qui demande: est-ce que la mise en place d'un label ACS avec un cahier des charges est en cours pour encourager la pratique auprès des agriculteurs? Alors, là, à ma connaissance, il y en a au moins 2 qui sont en train de se mettre en place. L'idée est effectivement d'aller sur une reconnaissance produit. Alors, à mon avis, c'est pas facile. Je sais que chez nous, il y a Michel Duru qui a fait des interventions sur ces questions-là, d'essayer de voir en quoi des produits issus de l'agriculture de conservation pourraient avoir une plus-value qualitative qui serait segmentante pour identifier un marché intéressant. Donc, c'est en cours. Maintenant, de là à dire ce que ça trouvera son public, je ne sais pas, parce que ça reste quand même un jargon très agricole, l'agriculture de conservation. Donc, il faut d'abord arriver à faire comprendre aux consommateurs, et surtout, il faut qu'il y ait une vraie plus-value qualitative sur le produit, ce qui n'est pas forcément simple à mettre en évidence, mais j'imagine qu'ils y travaillent. On voit, pareil, sur les réseaux sociaux, différentes associations qui mettent en avant des produits avec un label, donc qui a été créé, il y en avait 2, et qui essayent de dire, voilà, on a des pains issus de ces systèmes-là, ou des farines issues de ces systèmes-là, et donc elles ont un intérêt parce que sol vivant, parce que je ne sais pas si ça sera... Je crois davantage à l'encouragement, en tout cas à court terme, avec les incitations européennes sur le stockage du carbone dans les sols. Encore faut-il que ça soit incitatif réellement pour les agriculteurs, mais il y a vraiment une grosse dynamique qui se met en place sur accompagner le stockage de carbone. Et là, la première étape, c'est quand même de couvrir ces sols. Vous l'avez compris, j'ai insisté à la fin, mettre des couverts. Et déjà, par cette étape-là, on va pouvoir commencer à stocker. Et j'allais dire, un agriculteur qui va voir les effets positifs, ça peut être la première marche de franchie pour aller plus loin vers réduction du travail du sol, qui est plus compliqué, parce qu'on a vu gérer la flore, adventice, etc. Diversification, puisque du coup, si on a des systèmes de monoculture, forcément, la possibilité d'insérer des plantes qui stockent du carbone est moins simple. Donc voilà, déjà introduire des couverts amène à repenser le système. Ça peut être un premier levier pour engager et encourager la pratique auprès des agriculteurs. C'est bon? C'est bon, il n'y a plus de questions. Donc, merci à tous. Du coup, merci Lionel pour les réponses. Merci Alexandre aussi d'avoir participé. Je tiens à vous remercier à tous les participants de dire merci. On est très contents du succès qu'a eu cette édition du Sciences pour tous. On espère pouvoir en refaire cette année. Donc, pour ceux qui souhaiteraient le revoir ou qui ne l'ont pas vu, donc, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube du Centre et sur le site web de l'Institut très rapidement. Et du coup, on vous souhaite un bon revisionnage et on vous dit à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, au revoir.